Un chiffre brutal surgit. 1000 volontaires quittent la Jamaïque pour le Sahel, malgré un contexte sous tension. L'écart entre la fragilité sécuritaire du Burkina Faso et l'audace de ce départ collectif crée une rupture inattendue qui expose à la fois un pari idéologique et un choc logistique aux conséquences non négligeables. Que signifie réellement pour ces volontaires l'appel porté par Ibrahim Traoré? Et jusqu'où un tel geste peut-il déplacer les lignes entre diaspora et continent? À l'horizon, une recomposition possible, encore instable. Cette migration collective ne s'explique pas uniquement par l'élan symbolique annoncé dans les discours. Elle repose sur une tension entre aspiration identitaire et confrontation immédiate avec un terrain instable. Les volontaires jamaïcains avancent envers un pays marqué par des crises successives, où chaque trajet, chaque installation exige une adaptation presque instantanée. Au cœur de cette dynamique apparaît une promesse implicite: retrouver une place dans un projet plus large que soi, une idée qui structure les motivations initiales et oriente les premiers pas des nouveaux arrivants. Cette recherche de sens devient l'axe autour duquel s'articulent les choix individuels, qu'il s'agisse de s'engager dans l'agriculture, la construction ou l'éducation. Mais cette ambition se heurte à des contraintes tangibles: pression sur les ressources locales, tensions sécuritaires et complexité d'intégrer un millier de profils hétérogènes dans un environnement déjà saturé. Ce décalage alimente un doute persistant, un micro-hook clé sur la réelle capacité du projet à tenir ses engagements dans les mois à venir. Reste une question centrale: cette migration peut-elle transformer son idéal en trajectoire viable? Deux éléments émergent dès l'ouverture: l'accélération soudaine de la mobilisation jamaïcaine et un repère chiffré qui recompose immédiatement la perspective: près de 2 millions de déplacés internes déjà présents au Burkina Faso. Cette juxtaposition révèle un paradoxe fondamental. Un pays sous pression extrême devient simultanément le point d'attraction d'un millier de volontaires venus d'un archipel lointain. C'est dans ce décalage que se glisse le rôle structurant d'Ibrahim Traoré. Ces discours, diffusés par vagues successives depuis Ouagadougou, n'ont pas seulement renforcé une vision panafricaine, ils ont enclenché une chaîne de réactions, chaque communauté jamaïcaine réagissant avec une intensité croissante à ce qui était, au départ, une proposition presque abstraite. Les premiers extraits circulent, les conversations s'élargissent, les hésitations se confrontent aux ambitions personnelles. Pour comprendre la portée de ce mouvement, il faut replacer la décision dans un cadre sociopolitique précis. Le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire profonde, marquée par des attaques récurrentes, un réseau logistique fragilisé et une administration soumise à une pression constante. Accueillir un groupe si diversifié, enseignants, techniciens, agriculteurs spécialisés, maçons, infirmiers, suppose de réorganiser en urgence des capacités d'intégration déjà saturées. Pourtant, malgré cette tension, le projet ne s'est pas effondré. Le moteur principal réside dans la combinaison de deux dynamiques. D'un côté, la quête symbolique des volontaires, désireux de renouer avec une identité continentale. De l'autre, la volonté burkinabé d'inscrire cette migration dans une stratégie de souveraineté élargie. Cette rencontre, bien que fragile, génère une énergie particulière, perceptible dans les premiers ateliers agricoles, dans les chantiers pilotes ou encore dans les réunions communautaires où les deux groupes apprennent à ajuster leurs attentes. Ce chapitre initial n'est ni une réussite éclatante, ni un échec annoncé. Il pose le décor d'une transition incertaine, dans laquelle le symbolique et le pragmatique se disputent encore la priorité. Deux trajectoires individuelles servent de repères pour comprendre les premiers pas de cette migration dans un environnement marqué par l'incertitude. La première est celle de David Clark, maçon expérimenté, rapidement intégré à un chantier pilote destiné à renforcer des structures locales fragilisées. Son geste technique devient un point d'ancrage. Il transforme une compétence acquise en Jamaïque en outil d'adaptation immédiate,
tout en découvrant les contraintes du climat sahélien qui modifient la manière de travailler, de mélanger les matériaux, d'organiser les journées. Son expérience met en lumière un phénomène récurrent. Les volontaires capables de convertir leur savoir-faire en solutions concrètes progressent plus vite dans l'intégration. La seconde trajectoire, plus analytique, est celle de la docteure Imani Sharp, spécialiste de l'agriculture en milieu aride. Affectée à un programme d'observation du sol, elle cartographie les variations de sécheresse, propose des ajustements sur les techniques de culture résiliente et amorce un dialogue technique avec des agriculteurs burkinabés qui cherchent, eux aussi, à stabiliser leur production. Son rôle dépasse le simple transfert de compétences. Il introduit une méthode, une manière de structurer les données du terrain pour éclairer les décisions locales. Ces deux microcas montrent comment, malgré les obstacles linguistiques et les différences de rythme social, certains volontaires parviennent à créer des points de contact pratiques. Rien n'efface la complexité du contexte, mais ces premiers résultats esquissent la possibilité d'un ancrage progressif. En clair, l'utilité perçue accélère l'intégration réelle. Le déclencheur surgit presque sans préavis. Un message concis venu de Ouagadougou circule parmi plusieurs communautés jamaïcaines sensibles au retour symbolique vers l'Afrique. Les mots sont sobres, mais l'écho est immédiat. La référence à la souveraineté frappe. Les vidéos se multiplient en hante. Un fil se tend, puis se durcit. Les premiers s'y partagent accélèrent. Les conversations se densifient. On commente, on conteste, on rêve. Ibrahim Traoré apparaît dans les extraits des pistes les plus relayés, et son insistance sur l'autodétermination crée un point d'attraction puissant. L'idée cesse d'être une abstraction, elle devient une éventualité. Le mouvement entre dans sa deuxième phase lorsque l'annonce officielle tombe. 1000 places, cadre structuré, départ groupé. La nouvelle traverse Kingston comme une onde. Les familles discutent, les sceptiques préviennent. Les convaincus insistent. L'atmosphère change. On filme des débats improvisés dans les quartiers. Les radios interrogent. Les réseaux saturent. L'idée se transforme en choix intime pour des centaines de volontaires. Chacun évaluant ses forces, ses peurs, son désir de rupture. Les inscriptions montent en flèche. Le climat social jamaïcain se fragmente autour de la décision. Ce moment constitue déjà un climax émotionnel. Une île entière observe l'hypothèse d'un départ massif vers une zone marquée par l'insécurité. Le troisième mouvement s'amorce à l'aéroport. Les visages sont fermes. Les valises s'alignent. Les gestes deviennent solennels. Les proches oscillent entre soutien et crainte. Les images circulent presque en direct. L'émotion est brute. Le décollage scelle l'engagement collectif. Les analyses externes explosent. On parle d'un acte de souveraineté. On parle d'un pari dangereux. On parle de panafricanisme réinventé. Rien n'est stable. Puis vient l'atterrissage au Burkina Faso. La poussière du Sahel enveloppe les premiers pas. Les températures frappent fort. Les salutations officielles structurent les premières heures. La présence visible d'Ibrahim Traoré confirme la charge politique attribuée à cette migration. Les Jamaïcains découvrent de nouveaux codes. Les sourires existent, mais la fatigue s'installe. Le réel impose son rythme. Les premières difficultés émergent. Communication fragile, climat éprouvant, alimentation différente. Chaque geste devient apprentissage. La rémanence s'installe ensuite, plus lente, plus profonde. Les volontaires s'éparpillent selon leur profil. Les techniciens ajustent, les enseignants tâtonnent. Les agriculteurs échangent des savoirs. Une cohésion fragile apparaît. Les Burkinabés observent, évaluent, puis collaborent. L'ensemble reste mouvant. Rien n'est assuré. Mais le mouvement continue. Le projet avance par frictions successives, oscillant entre tension et espoir. Cette séquence complète montre un enchaînement sans rupture nette. Un appel, une mobilisation, un départ, un choc initial, puis une lente recomposition du quotidien. Le geste collectif prend une forme concrète, encore instable, mais persistante.
L'ouverture quantitative impose un contraste net. La situation de départ du Burkina Faso, déjà marquée par près de 2 millions de déplacés internes, absorbe désormais 1 millier de nouveaux arrivants, créant un écart de charge humaine que les structures locales doivent réévaluer rapidement. Cette mise en tension constitue le premier delta du projet, une pression accrue sur les capacités d'accueil qui oblige autorités et volontaires à ajuster leurs pratiques dès les premières semaines. Le premier indicateur clé, celui des déplacés internes, éclaire la réalité structurelle du pays. Près de 2 millions de Burkinabés vivent hors de leur foyer à cause des violences. Cette donnée souligne, en 10 mots, l'effort colossal demandé aux services sociaux. Le chiffre ne décrit pas seulement un contexte, il révèle l'ampleur de la compétition pour les ressources, qu'il s'agisse d'eau, de soins ou d'espaces de vie temporaires. Les Jamaïcains découvrent rapidement ce paysage humain dense, où chaque initiative doit se coordonner sans aggraver les fragilités existantes. Le second indicateur porte sur la composition professionnelle du groupe jamaïcain. Le projet réunit 1 millier de volontaires aux compétences variées, mais les profils techniques dominent les premières intégrations. Le groupe compte des maçons, agronomes, enseignants, infirmiers, ingénieurs et techniciens spécialisés. Cette diversité crée des opportunités mais exige une organisation rigoureuse entre les régions d'accueil. Les capacités en agriculture sèche deviennent prioritaires, tandis que les techniciens doivent s'adapter aux infrastructures locales parfois précaires. L'explication associée, 10 mots, précise que cette pluralité exige une coordination professionnelle fine et continue. Le troisième indicateur reflète les premiers résultats opérationnels. Environ 20% des volontaires ont été intégrés dans des projets actifs. Cette proportion reste modeste, mais significative. La phrase d'explication, 11 mots, rappelle que ce pourcentage illustre une adaptation progressive malgré les obstacles persistants. Cela signifie que, même face à la barrière linguistique, au climat rude et aux différences organisationnelles, un cinquième des nouveaux arrivants parvient à participer pleinement à des chantiers ou programmes agricoles structurés. Cette réussite partielle produit un effet d'entraînement. Elle génère des retours d'expérience utiles pour les équipes encore en phase d'observation. Ces 3 mesures, mises en perspective avec la complexité sécuritaire du pays, donnent une image nuancée du projet. Les chiffres ne signalent ni un succès flamboyant, ni une impasse durable. Ils montrent un système en ajustement, où les volontaires apprennent, les autorités réorganisent et les communautés locales s'adaptent à une nouvelle donne humaine. Les données soulignent également la nécessité d'un suivi constant, car les progrès restent sensibles aux tensions régionales, aux variations climatiques et à la disponibilité des ressources de base. En somme, les indicateurs recensés dévoilent un processus d'intégration encore fragile, mais suffisamment dynamique pour suggérer une trajectoire évolutive dans les mois à venir. 2 lectures majeures s'affrontent depuis le début de cette migration vers le Burkina Faso. La première, portée par les partisans d'une reconstruction symbolique entre diaspora noire et continent africain, décrit ce déplacement comme une avancée panafricaine qui s'inscrit dans la continuité des discours de souveraineté diffusés depuis Ouagadougou. Dans cette perspective, l'arrivée d'1 millier de Jamaïcains n'est pas un simple changement géographique, mais une tentative sérieuse de rééquilibrer les liens historiques et de redonner un sens à une appartenance collective souvent fragmentée. Les volontaires y voient un moyen d'agir, de transformer un idéal en engagement pratique et d'ajouter leur énergie à un projet continental plus vaste. La seconde lecture adopte une approche plus prudente, voire sceptique. Ceux qui la défendent soulignent la situation sécuritaire instable du Burkina Faso, les tensions humanitaires persistantes et la pression déjà énorme sur les ressources locales. Ils rappellent qu'intégrer 1 millier de personnes dans un espace où près de 2 millions d'habitants sont déjà déplacés exige une logistique précise, des structures opérationnelles solides et une coordination sans faille. Selon eux,
L'absence de garantie sur ces points crée un risque réel, celui de fragiliser encore davantage un pays déjà exposé à des menaces multiples, tout en confrontant les migrants à des difficultés qu'ils n'avaient peut-être pas pleinement anticipées. La réponse issue de la dynamique réelle observée sur le terrain se situe entre ces deux thèses. Les premiers mois montrent que le geste est effectivement porteur d'un potentiel symbolique important, capable de raviver des liens historiques et de nourrir un imaginaire collectif panafricain. Mais cet élan ne suffit pas à masquer les contraintes. Les trajectoires individuelles, comme celle de David Clark ou de la docteure Imani Sharp, révèlent un processus d'intégration fragmenté, fait de réussites partielles, de barrières linguistiques persistantes, d'adaptation climatique exigeante et d'un besoin constant de médiation entre attente et réalité. Le projet avance, mais par petites étapes. Ainsi, la lecture la plus juste n'est ni l'enthousiasme aveugle, ni le scepticisme absolu. Elle repose sur un constat factuel. La migration fonctionne lorsque les compétences trouvent un ancrage local clair, mais elle demeure vulnérable tant que le contexte sécuritaire et humanitaire reste instable. Un basculement discret apparaît. Ce milieu de parcours révèle une fracture nouvelle. Les Jamaïcains, d'abord portés par l'élan symbolique du départ, découvrent un terrain où les repères initiaux se brouillent plus vite que prévu. Les premiers jours, pour Ségueux, avaient laissé croire à une adaptation progressive, mais les semaines suivantes montrent une réalité plus nerveuse, faite d'ajustements permanents et de micro-conflits logistiques. Dans cette zone charnière, la présence politique d'Ibrahim Traoré prend une dimension différente. Elle n'est plus seulement un moteur idéologique, mais un filet d'attente, une référence à laquelle les volontaires comparent leurs difficultés quotidiennes. Le discours panafricain se heurte au rythme lent des procédures locales, au manque matériel et à la tension sécuritaire qui persiste autour de certaines régions. C'est aussi à ce moment que les trajectoires individuelles commencent à diverger nettement. Certains profils techniques s'intègrent plus vite dans des projets précis, tandis que d'autres peinent à trouver leur place. Les barrières linguistiques, tolérables au début, deviennent un frein visible. Les échanges entre volontaires et burkinabés s'intensifient, mais la communication demande un effort constant. Le midpoint révèle donc une vérité cruciale. L'élan initial ne suffit plus, et la réussite dépend désormais de la capacité collective à stabiliser un cadre encore mouvant. Les effets du projet commencent à se matérialiser de manière différenciée selon les groupes concernés. Chaque catégorie, population locale, volontaires jamaïcains, diaspora élargie, paysage géopolitique du Sahel, révèle une couche spécifique d'impact, parfois constructive, parfois fragile. L'influence d'Ibrahim Traoré reste en toile de fond, tant dans les lectures politiques que dans les attentes symboliques. Les communautés burkinabées perçoivent cette arrivée par un mélange d'intérêt et de prudence. Les compétences techniques des volontaires créent de premiers gains visibles dans certaines zones agricoles et sur des chantiers ciblés où l'expertise extérieure permet d'améliorer des procédés déjà existants. Cependant, la pression sur les ressources reste un défi constant. Les services de base, eau, santé, infrastructures scolaires, doivent absorber un groupe supplémentaire dans un contexte où les besoins internes sont déjà immenses. Les interactions quotidiennes révèlent une volonté de coopération, mais aussi des tensions discrètes liées à la cohabitation culturelle et linguistique. Ce premier groupe découvre donc un projet utile mais énergivore. La diaspora directement impliquée ressent l'expérience comme un test personnel et collectif. L'élan panafricain leur avait donné une perspective forte, le terrain leur impose une endurance bien différente. Certains volontaires trouvent rapidement un rôle clair, surtout dans la construction et l'agriculture, tandis que d'autres oscillent entre motivation et découragement. Le climat rude, la barrière linguistique et la lenteur administrative bousculent les attentes initiales. Toutefois, l'idée de participer à un projet historique
continue d'alimenter un sentiment de responsabilité. La diaspora engagée y voit une opportunité de prouver que les liens entre Afrique et Caraïbes peuvent dépasser la symbolique. Au-delà de la Jamaïque, l'ensemble de la diaspora noire observe cette migration comme un indicateur. Certains analystes y voient peut-être une expérimentation audacieuse qui pourrait inspirer d'autres initiatives de reconnexion continentale. D'autres y lisent une prise de risque excessive. Les débats en ligne témoignent d'une polarisation croissante. Pragmatistes et idéalistes s'opposent sur la pertinence du modèle. Ce groupe, bien qu'éloigné du terrain, joue un rôle important dans la manière dont l'initiative est médiatisée, discutée, amplifiée. La perception externe influence indirectement la trajectoire du projet. Pour la région sahélienne, cette migration devient un signal politique. La présence visible d'Ibrahim Traoré lors de l'accueil des volontaires renforce l'image d'un Burkina Faso cherchant à repositionner son rôle panafricain. Les pays voisins suivent attentivement l'évolution du projet, parfois avec intérêt, parfois avec scepticisme. Les analystes régionaux, surveillant surtout la manière dont cette initiative interagit avec la situation sécuritaire. Peut-elle renforcer la résilience locale ou risque-t-elle d'ajouter de nouvelles tensions? Le geste jamaïcain acquiert ainsi une portée dépassant le simple cadre bilatéral, s'inscrivant dans les recompositions politiques plus larges du Sahel. Le projet entre maintenant dans une phase où les trajectoires possibles commencent à se distinguer. Les premiers mois ont exposé un ensemble de tensions, mais aussi des ajustements discrets qui pourraient, selon leur évolution, redessiner profondément la relation entre les Jamaïcains installés et les communautés burkinabées. 3 scénarios émergent, chacun révélant une configuration distincte de risques, de marge de progression et d'équilibre potentiel. L'évolution la plus probable repose sur une intégration graduelle. Les volontaires continuent de s'insérer dans les projets agricoles et de construction déjà amorcés, mais les progrès restent inégaux selon les régions. Les obstacles linguistiques et logistiques persistent, sans toutefois bloquer la dynamique générale. Les Burkinabés perçoivent une utilité tangible, mais limitée par des contraintes structurelles difficiles à réduire rapidement. Dans cette configuration, le projet ne produit ni transformation majeure, ni recul significatif. Il affiche une progression modeste, mais stable, soutenue par les trajectoires individuelles les mieux ancrées. Une accélération positive devient envisageable si plusieurs conditions s'alignent. Amélioration des capacités locales d'accueil, montée en efficacité des équipes mixtes, consolidation des projets pilotes, stabilisation sécuritaire relative dans certaines zones. Les compétences techniques des volontaires trouvent alors un point d'appui solide. Les résultats visibles, chantiers aboutis, parcelles agricoles restructurées, transmission de savoir-faire, suscitent un regain d'intérêt international. À terme, cette réussite partielle pourrait inspirer d'autres initiatives similaires au sein de la diaspora globale. Une dégradation sécuritaire ou un épuisement logistique pourrait inverser la dynamique. Les volontaires les plus vulnérables seraient tentés de se retirer, tandis que les communautés locales, soumises à une pression croissante, pourraient développer des réticences. La coordination institutionnelle risquerait alors de s'affaiblir, rendant certains projets inachevés et accentuant la fragmentation. La diaspora observerait cet échec partiel comme une alerte quant aux limites des initiatives symboliques confrontées à des terrains instables. Ces 3 chemins rappellent une évidence. La solidité du projet dépendra davantage de sa capacité à absorber les contraintes que de la seule force de son idéal. Voici une recommandation de réflexion. Chaque trajectoire doit intégrer une marge d'incertitude assumée, condition essentielle pour naviguer un contexte mouvant. Les répercussions de cette migration dépassent largement les frontières du Burkina Faso et de la Jamaïque. Elles touchent désormais 3 cercles de spectateurs distincts, chacun réagissant selon ses attentes, ses préoccupations
et son rapport aux enjeux panafricains. Cette pluralité de regards façonne la manière dont le projet s'inscrit dans l'imaginaire collectif. Les personnes qui suivent cette initiative avec un intérêt pragmatique cherchent des signes tangibles. Intégration réussie, cohésion locale, continuité des projets. Elles évaluent la solidité de l'expérience à travers des éléments mesurables, comme la progression dans les chantiers ou l'efficacité des ateliers agricoles. Leur soutien reste conditionnel, lié à la capacité du projet à générer des effets visibles et stables. Ce public voit dans la migration un acte chargé de sens, un geste capable de renouer des liens rompus par l'histoire. Il interprète les difficultés rencontrées non comme des obstacles définitifs, mais comme les étapes normales d'un mouvement qui entend reconnecter deux rives séparées depuis des siècles. La résonance émotionnelle y est forte, et le succès partiel des volontaires sert d'argument pour défendre la légitimité de l'initiative. D'autres observateurs adoptent une posture plus mesurée. Ils reconnaissent l'intérêt historique du projet, mais redoutent ses limites pratiques. Gestion des ressources, maintien de la sécurité, fatigue logistique. Leur regard met en avant la fragilité structurelle du Sahel, rappelant que toute ambition doit s'adapter aux contraintes locales pour éviter d'ajouter de nouvelles tensions. Ces trois regards convergent sur un point essentiel. L'avenir du projet dépendra de sa capacité à articuler symbolique et efficacité, inspiration et pragmatisme. Stabiliser cette migration exige une méthode claire, appliquée sans précipitation et ajustée aux réalités quotidiennes. Les premiers mois ont montré que la volonté politique, notamment celle incarnée par Ibrahim Traoré, ne suffit pas à garantir une intégration fluide. Il faut désormais une architecture pratique capable de soutenir durablement l'effort collectif. Cette feuille de route s'articule autour de plusieurs étapes précises. Un programme intensif, réparti en modules courts, adaptés aux compétences professionnelles, constitue la première brique indispensable. Les volontaires progressent mieux lorsqu'ils parviennent à communiquer avec les équipes locales, et les retours montrent que les incompréhensions prolongées ralentissent l'intégration. Chaque région possède des besoins spécifiques. Affecter les profils techniques, maçons, agronomes, enseignants, infirmiers, en fonction des capacités locales d'accueil, permet d'éviter la saturation et de maximiser l'impact. Les équipes mixtes doivent devenir la norme afin d'assurer un transfert de compétences bilatérales. Les villages et quartiers d'accueil jouent un rôle central dans l'adaptation. Créer des groupes de liaison, composés de représentants burkinabés et jamaïcains, favorise une communication continue et limite les tensions culturelles. Ce maillage local stabilise les interactions. Un comité binational chargé de collecter les données, d'évaluer les progrès et d'ajuster les décisions permet de maintenir une ligne directrice cohérente. Les rapports mensuels facilitent l'identification rapide des blocages. Les chantiers courts, réparations, micro-parcelles agricoles, ateliers techniques produisent des résultats visibles, renforcent la confiance mutuelle et créent un effet d'entraînement pour les programmes plus ambitieux. Cette progression balisée offre un cadre solide pour transformer une initiative encore fragile en processus réellement durable. Le fil narratif retrouve maintenant les trajectoires évoquées plus tôt, celles de David Clark et de la docteure Imani Sharp, dont les premiers gestes avaient servi de repère pour comprendre l'intégration naissante. Leur persévérance, encore discrète mais constante, rappelle que cette migration n'existe pas seulement dans les discours ou les projections politiques. Elle vit à travers des efforts quotidiens, des ajustements répétés, des gestes simples accomplis sous un climat exigeant. La présence d'Ibrahim Traoré, souvent cité comme point d'impulsion, se transforme ici en cadre symbolique. Ses appels à la souveraineté résonnent différemment lorsque l'on observe des volontaires s'accrocher à leurs tâches pour donner une forme tangible à une idée longtemps théorique. Les chantiers de Clark, les relevés agricoles de Sharp, les ateliers communautaires improvisés dans certaines localités deviennent autant de preuves que le projet avance par éclats, fragile mais réel.
En revenant à ces trajectoires, une impression se dégage. L'histoire en cours ne tient pas à un bouleversement soudain, mais à une accumulation patiente de petites victoires. Chaque pas, chaque échange, chaque adaptation porte une part de cette transition délicate entre idéal et réalité. La suite dépendra de la capacité collective à maintenir cet élan. Cette migration jamaïcaine vers le Burkina Faso laisse derrière elle une empreinte qui dépasse largement la seule scène politique. Elle ouvre un espace où les volontaires, les communautés locales et la diaspora élargie peuvent réinterroger leur manière de se relier, de coopérer, de construire ensemble. Le projet reste fragile, mais il révèle quelque chose de plus vaste. La possibilité de refaire lien entre des histoires dispersées, de transformer un idéal en geste concret, même imparfait. Chaque personne qui observe cette expérience y trouve une part de réflexion. Certains y voient une réparation symbolique, d'autres un défi logistique complexe, d'autres encore une promesse qui demande du temps pour s'épanouir. Chacun peut décider de la manière dont il souhaite accompagner ou comprendre cette transition. Le dialogue entre Afrique et diaspora ne se limite pas au discours. Il se nourrit d'actes, de collaboration, de questions partagées. Et vous, quelle place donneriez-vous à un projet qui cherche à relier des mondes longtemps séparés ?